Je m'appelle Emily, et avant que vous imaginiez quoi que ce soit d'impressionnant, laissez-moi vous décrire mon apparence le jour où tout a commencé. Un jean délavé, de vieilles baskets. Un sweat à capuche que j'avais porté lors de trop nombreuses nuits tardives devant un ordinateur portable. Si vous m'aviez vu décharger ma valise dans l'allée de la maison de ma mère, vous auriez pensé exactement ce qu'il a pensé. Que j'étais juste une autre fille adulte dérivant dans la vie avec un ordinateur et sans réelle direction. J'étais rentrée à la maison parce que ma mère me l'avait demandé. Elle venait d'emménager avec son nouveau petit ami, un homme nommé Richard Hale, un officier de l'armée à la retraite, qui se tenait encore comme s'il attendait une inspection. Elle disait que la transition était stressante et que cela compterait beaucoup pour elle si je restais quelques semaines pour l'aider à s'installer. Je me disais que c'était temporaire. Je me disais que je pouvais tout supporter pendant un court laps de temps. Richard m'a jaugé en quelques minutes après notre rencontre. Pas d'une manière curieuse, ni bienveillante. C'était le regard de quelqu'un qui vous rangeait proprement dans une catégorie qu'il comprenait déjà. Il a vu mon sweat à capuche, mon téléphone, la façon dont mes doigts glissaient trop facilement sur l'écran. Et le verdict a été immédiat. Paresseuse, indisciplinée. Une autre fille de la tech qui pensait que le monde tournait grâce au Wi-Fi et aux bonnes vibrations. Ce qu'il n'a pas vu, c'était mon insigne rangé dans mon sac. Il n'a pas vu les niveaux d'habilitation ni les réseaux sécurisés, ni le travail qui me suivait même quand j'essayais de le laisser derrière moi. J'étais une officier commissionnée travaillant dans la cyberdéfense, rattachée à une unité qui gérait des menaces dont la plupart des gens ignoraient l'existence. Mais dans cette maison, rien de tout cela n'importait. Dans cette maison, j'étais un problème à corriger. Ça a commencé par de petites choses. Des commentaires sur le fait que je dormais trop tard, même si je me connectais avant le lever du soleil. Des blagues sur le fait que fixer un écran n'était pas un vrai travail. Des suggestions selon lesquelles je pourrais peut-être profiter de ce temps pour trouver une carrière convenable. Je laissais couler parce que ma mère observait chaque interaction avec des yeux nerveux, comme si elle attendait que quelque chose se brise. Richard traitait la maison comme un poste de commandement. Les portes avaient des règles. Les repas avaient des horaires. Le silence était attendu quand il parlait. Même quand il ne faisait que répéter des histoires que j'avais déjà entendues 2 fois ce jour-là, il parlait de la discipline comme certains parlent de la foi, comme si cela expliquait tout et justifiait n'importe quoi. Quand il me regardait, il y avait toujours un léger sourire moqueur, le genre qui disait qu'il croyait savoir exactement qui j'étais. Une femme adulte jouant avec des gadgets, se cachant derrière un écran, évitant les responsabilités. Chaque fois qu'il le disait à voix haute, je sentais quelque chose se serrer dans ma poitrine. Pas encore de la colère, quelque chose de plus froid, le genre de sentiment que l'on ressent quand on réalise qu'on est invisible dans une pièce, où l'on est, en réalité, la personne la plus dangereuse. Je restais silencieuse parce que c'était plus facile, parce que ma mère me l'avait demandé, parce que je me disais que ce n'était que pour quelques semaines, mais chaque jour, je me sentais rétrécir dans cette maison, pliant ma vraie vie de plus en plus petit pour éviter la confrontation. Richard prenait mon silence pour de la faiblesse. Il prenait ma retenue pour un accord, et c'était sa première erreur. La maison a cessé d'être un foyer autour du 3e jour. C'est à ce moment-là que Richard a imprimé une liste d'attente ménagère et l'a scotchée sur le frigo, comme si c'était le tableau d'affichage d'une caserne. Elle était intitulée « Protocole de discipline quotidienne » et incluait des perles comme téléphone éteint au dîner, chaussures alignées à la porte et serviettes pliées à la largeur réglementaire. J'aurais aimé plaisanter. L'homme traitait les essuie-tout comme des biens militaires. Un soir, j'ai accidentellement laissé un coin dépassé du rouleau et il s'est lancé dans une leçon de 10 minutes sur la négligence et la conscience situationnelle. Je suis restée là à hocher la tête comme une cadette, pendant que mentalement, je calculais les temps de réponse à une cyberattaque de l'autre côté de la planète. Mon téléphone était un point de friction particulier. Il vibrait constamment, même en mode silencieux. Et Richard prenait chaque vibration comme une insulte personnelle. Il l'appelait une distraction, un jouet, un signe de manque de concentration. Une fois pendant le petit déjeuner, il l'a pris directement sur la table et s'est éloigné avec comme s'il venait de désarmer une menace. S'il avait su, il surveillait chacun de mes mouvements comme si j'étais une nouvelle recrue en probation. Quand je pliais le linge, il rôdait à proximité, bras croisés, commentant les angles des tais d'oreiller.
Il utilisait des phrases comme « échec de mission » et « erreur logistique » en se référant au porte-épices. C'était si absurde que j'ai commencé à tenir une liste mentale de ses pires métaphores. Ma préférée était celle où il comparait ma technique de lavage de vaisselle à une mauvaise coordination de troupes lors d'une campagne dans le désert. J'ai essayé de rire une fois, juste un petit gloussement quand il aboyait sur l'organisation du lave-vaisselle, comme si les fourchettes étaient sur le point de se mutiner. Sa réponse a été un silence suivi d'un lent hochement de tête, comme s'il l'ajoutait à mon dossier permanent. Ma mère a grimacé et lui a offert plus de café. J'ai gardé la bouche fermée. Chaque jour commençait par sa présence. Chaque repas, chaque corvée, chaque couloir traversé donnait l'impression d'être une partie d'une performance. Il ne voulait pas seulement l'obéissance, il voulait l'admiration. Il voulait être salué dans le salon et craint dans la cuisine. Et parce que je n'offrais ni l'un ni l'autre, je suis devenue son projet personnel. Pour lui, j'étais indisciplinée, sans direction. Une femme civile sans notion de vrai travail ou de sacrifice. Il a dit une fois que je lui rappelais les stagiaires à la base, qui prenaient trop de pauses toilettes et ne comprenaient pas la chaîne de commandement. J'ai hoché la tête et continué à plier les serviettes. Ce qu'il ne savait pas, c'est que ces serviettes étaient la seule chose douce que je touchais de la journée. En dehors de cette maison, je gérais des lignes dures, des systèmes cryptés et des matrices de menaces qui faisaient passer les coins de serviettes pour un jeu d'enfant. Mais à l'intérieur, j'étais invisible. Pire que cela, j'étais sous-estimée, et cela commençait à ronger quelque chose de profond en moi. Il aimait raconter des histoires. Au dîner, il relatait des déploiements avec la gravité de mémoire de guerre, même si la chose la plus proche du combat qu'il avait vu était un conflit d'horaires en Allemagne en temps de paix. Il parlait pendant 20 minutes de camions d'approvisionnement et de registres de carburant, pendant que je poussais des petits pois dans mon assiette et me rappelais de ne pas lever les yeux au ciel. Il pensait que je travaillais dans le support technique, que je réinitialisais des mots de passe et commandais de nouveaux câbles pour des civils confus. Je pense que le moment le plus surréaliste est venu quand il m'a dit que je devrais envisager de retourner à l'école, peut-être apprendre quelque chose d'utile. J'ai dû me mordre l'intérieur de la joue pour ne pas rire. Ce même matin, j'avais briefé un panel interagence senior sur les seuils d'escalade en guerre numérique. Mais bien sûr, peut-être que je devrais prendre un cours d'Excel. Ma mère essayait. Elle croisait mon regard à travers la table et me donnait ce regard doux et suppliant. « Contente-toi de suivre, maintiens la paix. » Elle avait passé tant de sa vie à se plier autour de personnalités fortes qu'elle ne reconnaissait plus quand elle se faisait écraser, et je ne voulais pas lui rendre les choses plus difficiles. Alors, je me mordais la langue, je faisais mon lit avec des coins d'hôpital, je lui tendais mon téléphone comme si c'était un objet de contrebande. J'acquiesçais pendant des leçons sur le devoir et le décorum, venant d'un homme qui ne pouvait même pas voir au-delà de son propre reflet dans la porte du micro-ondes. Mais chaque jour, je prenais des notes. Pas parce que j'avais besoin d'apprendre, mais parce que je voulais me souvenir de la façon dont le pouvoir sonnait quand il était creux. De la façon dont l'autorité se sentait quand elle n'était rien de plus que du volume et de la posture. Et au moment où j'aurais l'occasion, je prévoyais de lui montrer à quoi ressemblait un vrai grade. Quand grand-père Jack est venu en visite, toute la maison a changé, pas parce qu'il était bruyant ou exigeant, mais parce que sa présence avait du poids. Le genre de poids silencieux qui faisait redresser le dos des gens sans qu'on le leur demande. Il n'a pas beaucoup parlé le premier jour, il observait simplement, ses yeux suivaient tout. Et contrairement à Richard, son attention ne venait pas avec du jugement ou un besoin de contrôle. Elle venait avec la mémoire. 30 ans dans la marine lui avaient appris à lire les pièces plus vite que la plupart des gens ne lisent les visages. Je l'ai remarqué me regarder pendant le petit déjeuner. Ses yeux se sont posés sur l'endroit où j'étais assise, légèrement inclinée pour que je puisse voir à la fois la fenêtre et le couloir. Je n'essayais pas d'être évidente, mais les habitudes ne demandent pas la permission une fois qu'elles sont entraînées. Il n'a pas dit un mot, juste hoché la tête une fois comme s'il comprenait plus qu'il n'en laissait paraître. Plus tard cet après-midi, nous sommes sortis manger un morceau. Au restaurant, j'ai choisi la table du coin avec le dos contre le mur. Je pouvais le sentir me regarder à nouveau. Cette fois, il a souri. Il n'a pas demandé pourquoi. Il n'en avait pas besoin. Le moment qui a tout changé s'est produit dans le garage. Je fouillais dans mon sac de voyage pour un chargeur quand le tissu a bougé, pendant une fraction de seconde.
Le bord noir de mon pistolet de service et le coin de mon étui à credentials ont dépassé. J'ai figé, instinctivement, en refermant le rabat quand je me suis retournée. Il était appuyé dans l'encadrement de la porte, pas surpris, pas choqué, juste en attente. Comme un homme qui avait enfin confirmé une théorie qu'il tenait silencieusement dans ses tripes depuis des jours. Il s'est avancé lentement, les bras détendus le long du corps, et s'est arrêté à quelques pas. Sa voix était basse et sèche, comme du gravier chauffé par le soleil. « Tu le surpasses en grade, n'est-ce pas ?» Gaminet. Ma poitrine s'est serrée, mais je n'ai pas pu m'empêcher de sourire du coin de la bouche. J'ai pressé un doigt sur mes lèvres. Chut. Il m'a fait un court hochement de tête et a tapoté 2 doigts contre sa tempe. Comme pour sceller un dossier classifié. « Tu as toujours été la plus futée. » J'ai senti quelque chose en moi se détendre. C'était la première fois en semaines que je ne me sentais pas seule dans cette maison. Ce n'était pas seulement qu'il savait, c'était qu'il me voyait, la vraie moi. Pas la fille en sweat à capuche, pas l'aide dans la cuisine, mais l'officier qui avait traversé des choses que des hommes comme Richard ne pouvaient jamais imaginer. Et d'une certaine manière, ce moment silencieux dans le garage m'a donné plus de force que n'importe quel métal que j'avais épinglé. Il n'en a plus jamais reparlé, il n'en avait pas besoin, son silence disait tout. Et à partir de ce jour, j'ai arrêté de douter si j'avais raison d'attendre, parce que je savais que le moment arrivait, et je savais que je ne serais pas seule quand il viendrait. Richard a annoncé le dîner de commandement, comme s'il se déployait pour la guerre. Il se tenait dans la cuisine, bras croisés, yeux brillants d'anticipation, tandis qu'il listait les affectations comme s'il donnait des ordres avant une opération. Ma mère était responsable du menu, il s'occupait des plans de table et des amorces de conversation. Apparemment, je m'occuperais des manteaux, des boissons et des hors-d'œuvre. Il n'a pas demandé, il a délégué comme si j'étais un soldat du rang dans une unité fantaisiste qu'il dirigeait depuis notre salon. Quand il l'a dit, il ne m'a même pas regardé. Il a juste parlé vers le frigo comme si j'étais un appareil, qu'il s'attendait à ce qu'il suive les instructions. Je pouvais sentir ma mâchoire se serrer, mais j'ai souri et hoché la tête. Puis j'ai demandé une petite concession. Je lui ai dit que j'avais une fonction professionnelle cet après-midi et que je pourrais arriver un peu en retard. Sa main a balayé l'air comme pour chasser une mouche. « Change-toi juste avant l'arrivée des invités. Porte quelque chose de respectable. » Ce mot a flotté dans l'air plus longtemps qu'il n'aurait dû. J'ai quitté la pièce avec le bourdonnement de sa voix derrière moi, déjà en train de revivre un briefing qu'il avait donné un jour à Stuttgart. Dès que j'ai été hors de vue, j'ai sorti mon téléphone sécurisé et appelé mon aide. Je lui ai donné 2 instructions. D'abord, préparer le suivi gouvernemental. Ensuite, mettre à jour ma biopublique sur le réseau officiel. Ce n'était pas seulement pour faire une démonstration, c'était pour choisir le moment exact où laisser la vérité parler d'elle-même. Et si Richard voulait un spectacle, alors j'allais lui en donner un qu'il n'oublierait jamais. Mais il devait être précis, contrôlé, comme toute opération bien planifiée. Le timing serait essentiel. Ce soir-là, la maison bourdonnait d'une formalité artificielle. Ma mère était en mode hôtesse totale, disposant les couverts comme s'ils pourraient être inspectés. Richard se vérifiait dans chaque surface réfléchissante qu'il croisait, ajustant sa veste, lissant ses cheveux, répétant ses phrases d'ouverture. Il était sur le point de jouer le colonel devant ses officiers subalternes, et il voulait que tout soit parfait, y compris moi. Il m'a trouvé dans le couloir, juste avant que les invités commencent à arriver. Ses yeux se sont plissés sur mon sweat à capuche et mon jean, clairement mécontent que je ne sois pas encore transformée en l'hybride fille, obéissante serveuse qu'il avait imaginée. Je lui ai rappelé calmement que j'arriverais directement du travail et que j'aurais besoin de quelques minutes pour me préparer. Il a grogné quelque chose sur la ponctualité et la hiérarchie, puis est retourné inspecter les bouteilles de vin. De ma chambre, je pouvais entendre la sonnette retentir et les premières vagues d'invités entrer. Leur rire était poli, un peu raide, le son de gens incertains, s'ils étaient là pour un dîner ou une inspection. La voix de Richard tonnait au-dessus de tous, déjà dirigeant les conversations, déjà gonflant ses histoires avec trop de détails. Je me suis tenue devant le miroir et ai ouvert lentement le sac à vêtements. À l'intérieur se trouvait l'uniforme que j'avais gagné au fil de ma carrière. Blanc, impeccable, bande dorée, étoile qui avait du poids. J'ai passé le fer une fois sur le devant, non parce qu'il en avait besoin, mais parce que j'avais besoin de ce geste pour stabiliser mes mains.
Il n'y avait pas de rage en moi, pas de besoin de drame, juste de la clarté. Je n'allais plus au dîner en tant que fille, j'arrivais en tant que moi-même, et quand je franchirais cette porte, Richard Hale apprendrait enfin qui se tenait dans sa maison depuis tout ce temps. Je me suis glissée par la porte latérale juste au moment où la voix de Richard tonnait dans le couloir. Il était en pleine phrase, se vantant pour la 3e fois d'un triomphe logistique de ses jours, à coordonner les convois de carburant en Allemagne. Ses officiers étaient assis autour de la table, visage poli, épaules tendues, chaque sourire un peu trop forcé. Je me suis déplacée silencieusement, mon uniforme caché sous le long manteau que j'avais boutonné jusqu'au menton. Le poids des médailles et des insignes de grade semblait plus lourd que d'habitude. Comme s'ils portaient quelque chose de plus que du métal réglementaire, ils portaient un but. Alors que j'entrais dans le bureau, j'ai à peine eu le temps d'atteindre mon téléphone avant que la porte s'ouvre violemment derrière moi. Richard a surgi, le visage rouge et titubant légèrement, la rougeur de ses joues plus due au bourbon qu'au sang. Il n'a pas frappé, il n'a pas demandé, il a juste commencé à crier. Il m'a traitée de irrespectueuse, en retard, une honte pour le dîner qu'il avait planifié avec tant de soin, mon échec à apparaître à l'heure, à servir les boissons, à jouer le rôle qu'il m'avait assigné, l'avait poussé au-delà de la patience. Je me suis assise dans son fauteuil, dos à lui, et a laissé ses mots frapper l'arrière de ma tête comme une statique inoffensive. Il a claqué le bureau, exigeant que je me tourne vers lui. Dans cette maison, a-t-il beuglé? Je suis l'officier en chef. Mes doigts se sont enroulés autour des accoudoirs. Je me suis levée lentement et me suis tournée pour lui faire face. Ma voix est restée calme. Je lui ai dit qu'il avait raison. Puis, j'ai défait le manteau et l'ai laissé tomber au sol. La pièce n'est pas devenue silencieuse. Elle s'est effondrée. Le blanc de mon uniforme de parade a tranché la faible lumière comme une lame. Des bandes dorées marquaient mes manches. L'étoile d'argent sur chaque épaule brillait sous la lampe de bureau. Richard a figé. La porte du bureau était encore ouverte. Derrière lui, le couloir s'est rempli de visages. Des officiers venus pour du rôti et des histoires de guerre. Leurs yeux sont passés de lui à moi. Puis est venu le son, une inspiration brusque, une chaise raclante en arrière, et une voix ferme et claire. « Amiral sur le pont ?» La réaction a été instantanée. Les uniformes se sont redressés. Les colonnes vertébrales verrouillées, les talons claqués à l'unisson, chaque officier dans le couloir s'est levé comme un réflexe, pas à cause de la confusion, à cause de l'entraînement. Parce qu'il savait exactement ce qu'il voyait, Richard s'est tourné pour les regarder, cherchant une confirmation que c'était une sorte de blague. Mais tout ce qu'il a trouvé, c'était le silence et la posture. Puis il m'a regardé à nouveau, ses yeux sont descendus sur le grade sur ma manche, puis sur l'insigne à mon col, puis sur mon visage, qui n'avait pas changé depuis le moment où j'étais entrée. Il a vacillé légèrement, sa bouche s'est ouverte. Mais aucun mot n'en est sorti, juste un murmure de souffle. Je me suis avancée, lentement et délibérément, jusqu'à être assez proche pour qu'il doive lever les yeux. Je l'ai interpellé par son nom et lui ai rappelé clairement l'article qu'il violait. Conduite inconvenante, ivresse, irrespect envers un officier supérieur. Les officiers derrière lui n'ont pas bougé. Ils n'ont pas interrompu, ils sont restés figés, pris entre l'incrédulité et la compréhension que quelque chose d'irréversible venait de se produire. Il avait passé des semaines à exiger le respect. Je n'avais pas dit un mot, et pourtant, en un seul souffle, toute la pièce avait basculé. Son autorité n'avait pas juste évaporé, elle avait implosé. Plus il avait été bruyant, plus la chute avait été dure. Et dans le silence qui a suivi, personne n'a bougé pour l'aider parce qu'ils savaient tous. Le vrai officier en chef venait de prendre le commandement. Je ne suis pas restée pour le rôti. Il n'y avait pas de raison. Le repas qu'il avait passé des jours à planifier n'était plus que de la viande refroidissant et des serviettes raides posées dans une pièce pleine de gens trop stupéfaits pour mâcher. Richard n'avait pas bougé. Il se tenait là, pâle et instable, un homme qui venait de voir son propre récit, réécrit devant un public. Ses mains tremblaient près du verre de vin qu'il avait oublié qu'il tenait. Ma mère se tenait dans le couloir, silencieuse. Ses mains serraient l'ourlet de son chemisier, le tordant comme si elle essayait d'en extraire des réponses du coton. Ses yeux passaient de moi à lui, écarquillés par quelque chose entre la confusion et le chagrin. Je me suis dirigée vers elle, lentement, traversant l'immobilité comme pour briser la surface d'une eau profonde. Quand je l'ai atteinte, j'ai pris ses mains doucement.
Sentant la tension enroulée dans ses doigts, elle n'a pas parlé, elle n'en avait pas besoin. Je me suis penchée près d'elle pour que seule elle puisse m'entendre. Ma voix était basse et égale. Je lui ai dit qu'elle pouvait vivre comme elle voulait, avec qui elle voulait, mais que personne ne devrait jamais être autorisé à la traiter comme une recrue dans sa propre maison. J'ai fait une pause juste assez longue pour qu'elle assimile cela, puis je l'ai dit « Le grade s'arrête à la porte, sauf si quelqu'un l'invite à entrer ». Elle a cligné des yeux, des larmes commençant juste à se rassembler au coin de ses yeux. Je n'ai pas attendu de réponse. J'ai serré ses mains une dernière fois, reculé, et me suis détournée. Richard n'a pas parlé. Il ne pouvait pas. Il était encore appuyé contre le bureau, comme si les murs pouvaient bouger sans avertissement. Les officiers m'ont regardé partir, aucun ne brisant la formation, aucun ne faisant un bruit. J'ai ramassé mon manteau du sol où je l'avais laissé tomber plus tôt. Le tissu blanc impeccable de mon uniforme a capté la lumière du couloir, tandis que je le boutonnais lentement. Chaque mouvement délibéré, chaque son résonnant dans le silence qu'il remplissait autrefois de bruit. À la porte d'entrée, j'ai trouvé mon chauffeur attendant, casquette en main, yeux droits devant. Il a ouvert la porte sans un mot. Dehors, l'air nocturne était frais et pur. Cela ressemblait à une remise à zéro, comme sortir de quelque chose de trop petit qui avait enfin craqué aux coutures. Je ne me suis pas retournée. Pas parce que j'étais en colère, mais parce que je n'en avais pas besoin. J'avais dit ce qui devait être dit, et le silence derrière moi portait tout le reste. Quelques semaines après le dîner, le mot a circulé, pas par des canaux formels ou des communiqués de presse, mais par les canaux discrets que les communautés militaires ont toujours préférés aux mémos. Richard Hale avait demandé une retraite anticipée, citant des raisons personnelles et du stress. Personne n'a rien dit à voix haute, mais tout le monde savait. Il n'a pas été rétrogradé, il n'a pas été réprimandé. Il est devenu quelque chose de pire dans ce monde. Une histoire, un avertissement passé entre officiers sur les dangers d'assumer que l'on est l'autorité suprême dans la pièce. L'homme qui avait essayé de tirer son grade sur quelqu'un qui n'avait pas besoin d'élever la voix pour lui rappeler sa place. Je n'ai pas célébré, il n'y a pas eu de tour d'honneur, pas de discours, juste une profonde inspiration et la satisfaction tranquille de savoir que je n'avais pas eu besoin de l'humilier pour faire passer le message. J'avais juste eu besoin d'être vue. Quelques mois plus tard, j'ai pris le commandement d'une nouvelle unité. Ce n'était pas glamour, ce n'était pas public, mais le travail comptait. La cyberdéfense dans un monde qui avance plus vite que la politique, des opérations de renseignement qui exigent de la précision. Pas de l'ego. Mon équipe était petite, affûtée et profondément loyale. Quand je suis entrée dans cette pièce pour la première fois, personne ne n'a salué parce que j'étais bruyante. Personne n'a claqué des talons parce que je l'avais exigé. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient lu mon dossier, parce qu'ils avaient entendu comment je dirigeais, parce que la confiance se construit différemment quand on la gagnée en silence. Je n'ai pas mentionné Richard. Pas une fois. Il était devenu insignifiant pour le travail. Ce qui comptait, c'était la culture que je construisais. Une où le grade soutenait la mission, pas l'homme. Une où les gens suivaient non par peur, mais parce qu'ils croyaient qu'il y avait encore des défis. Il y en a toujours. Mais je les affronte avec quelque chose de différent maintenant. Une stabilité, une clarté, la connaissance que le pouvoir n'a pas besoin de rugir. Il n'a pas besoin d'être porté comme une armure ou crié à travers une table de dîner. Le vrai pouvoir reste assis en silence jusqu'à ce qu'il soit nécessaire. Et quand il parle, il n'a pas besoin d'élever la voix. La première fois que je me suis tenue devant mon équipe complète en uniforme de parade, je n'ai ressenti aucun du poids que Richard poursuivait. Je me sentais légère, concentrée, ancrée dans quelque chose de plus qu'un titre. Ils se sont levés parce qu'ils le voulaient, parce qu'ils savaient que je me tiendrais pour eux. J'ai appris que le silence peut être plus fort que n'importe quel commandement aboyé à travers une pièce, et que le respect n'est pas distribué avec des bandes ou des barres. Il se construit silencieusement, constamment. Une décision à la fois, Richard exigeait le respect. Je vivais simplement d'une manière qui le rendait inévitable. Peak Warriors, please stop. Okay. Oh, okay. So is he actually going to give me something good? What do I do with my diamond hose? Can I how do I turn this to diamond?
please. Oops. I have to hope he provides diamond pickaxes. Right. Okay. Excuse me. Just in case you're curious, there's me advancements. Alright, it's been a sleep time. Have we reset? Do we want... He's fine. He's fine. He likes it when I take his bed, actually, yeah? Makes it nice and warm for him. No? Does it take IRL hours? Oh, sorry. Alright. To your workstation then. Um. Hmm. Contemplation. Guess I'll make a big old farm then. Where is my mountain? There's my mountain. Yay! I had all signs point to her. I get it. The universe is trying to give me a hint. Okay. Alright, I need water though. It's always one thing or the other, innit? Hmm. Boop-ba-doop-boop, boop-ba-doo. Maybe I shouldn't make my big farm next to a place that I pass by on the regular. Eh. What's a few pixels betwixt friends? Just kind of wandering off. Kind of hoping I'll run into a beach. I could go down there for my water, I suppose. I need sand. I want to make glass. I want to start brewing. Ow. No. Get lost, me. That's never happened. False and fake and untrue. Okay. And while I'm out, I might as well try and search for some sand. Love those dogs. I don't know if you can hear them, but boy howdy, do they sure find issue with things. What is this precious? I shouldn't take my whole life with me. Look at this.